Je suis ravie de vous retrouver ici. On va attendre encore 1 ou 2 minutes, le temps de laisser à tout le monde le temps d'arriver tranquillement. Je vais peut-être simplement prendre ces 2 minutes pour très rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Marie-Laure Fray-Tournier. Je suis enseignante depuis 2007 dans le premier degré. Et j'ai été d'abord enseignante en élémentaire pendant quelques années. Et ensuite, je me suis spécialisée plus sur la maternelle. J'ai ensuite fait de la direction d'école maternelle. Voilà, et donc j'ai pas mal d'années maintenant de maternelle dans les jambes. Et parallèlement à ça, très rapidement, quasiment dès le début de ma carrière d'enseignante, j'ai intégré une équipe d'auteurs, donc chez Magnard, qui est l'équipe d'Outils pour les maths, d'abord en élémentaire, puisque Outils pour les maths est d'abord né en élémentaire. Donc, j'ai participé à l'écriture de plusieurs opus d'Outils pour les maths en élémentaire. Et puis, on a eu le souhait d'aller explorer le monde de l'édition en maternelle et donc de créer Outils pour les maths en maternelle avec les guides grande section et moyenne section qui sont déjà sortis et le guide petite section qui est en cours de publication. J'ai également, je travaille également pour le DAZEN de l'Isère. Je suis chargée de mission du DAZEN de l'Isère et donc j'ai participé à quelques animations pédagogiques, on va dire, et j'ai eu la chance aussi de participer à la rédaction du guide Orange CP Maths pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP, donc sous la direction de la DGESCO. Et voilà, me voilà aujourd'hui avec vous afin d'échanger sur une thématique donc de maths maternelle. J'en suis ravie. Et je pense que on va pouvoir tranquillement lancer notre réflexion commune à ce sujet. Donc, on est réunis aujourd'hui autour d'une thématique qu'on a nommée les maths à hauteur d'enfant, comment lier activité motivante et premiers apprentissages. Alors, pour ouvrir ce temps de réflexion sur les mathématiques en maternelle, je vous propose de commencer un petit peu sur un postulat. On sait que les mathématiques en France sont très marquées par un certain nombre d'idées préconçues. Ces idées préconçues, on les retrouve un petit peu partout dans la société, mais on les retrouve aussi chez nos enseignants. Alors, dans la société, ce qu'on entend beaucoup, c'est en maternelle, on ne travaille pas encore les mathématiques vraiment, ce ne sont pas vraiment des maths. Ou alors, oh là là, les maths, c'est pour les garçons. Le nombre de fois où on a pu entendre, où vous avez pu entendre chez vos parents d'élèves, de toute façon, je n'étais pas douée avec les chiffres, donc de toute façon, voilà, les maths, ça n'est pas pour mon enfant. Ou alors, c'est fou comme finalement. Alors ça, c'est plutôt du côté des enseignants. On entend régulièrement en maternelle, ils apprennent juste en jouant. Ou alors, regarde-les, ils font des maths sans le savoir. Et cette idée préconçue-là, ça va être l'idée autour de laquelle on va construire notre réflexion commune aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a quelque chose à déconstruire qui est essentiel dans l'apprentissage des mathématiques et dans les apprentissages tout court d'ailleurs, autour de ça. Alors, partons de l'idée de base que on sait que le jeune enfant, pour appréhender son environnement, pour le découvrir dès les tout premiers mois de la vie, il appréhende son monde en l'expérimentant de façon sensorimoteur. Donc, il va aller au contact en fait sensoriel, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, etc. Pour appréhender son monde. On comprend donc bien que le jeune enfant, finalement, il appréhende son environnement en l'expérimentant et en ayant besoin de le manipuler.
C'est pourquoi, en maternelle, de façon admise et de façon générale, on appréhende les apprentissages en proposant de nombreuses activités qui permettent cette manipulation permanente, cette appréhension sensorimotrice, et puis aussi cette dimension concrète en fait de l'appréhension des situations, afin de permettre aux jeunes enfants justement d'entrer dans l'apprentissage en le manipulant, en le touchant, en le vivant. On dit beaucoup que l'élève à cet âge-là vit les apprentissages parce que ça doit passer par le corps, et c'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'on va vers ce type d'activité-là. Donc, on va chercher des activités où il pourra manipuler et notamment des activités où il pourra jouer dans des jeux de mise en situation, etc. Et le jeu fait partie intégrante de l'apprentissage en maternelle. C'est alors qu'arrive un postulat, quelque chose qu'on entend très régulièrement. Regarde, ils font des maths sans le savoir. Alors, vous avez proposé des mathématiques en classe. L'enseignant qui a proposé son activité ludique, le jeu, a proposé effectivement une activité qu'il attribue aux mathématiques. Mais la question, c'est apprend-on vraiment sans le savoir ? Dans quelle mesure, en fait, est-ce que l'élève vient entrer dans un réel apprentissage et non pas simplement dans une première approche, dans un premier contact, en fait, avec la situation. À quel moment, en fait, est-ce qu'il entre vraiment dans un processus d'apprentissage ? C'est la vraie question qu'on va se poser. C'est pour ça que la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va articuler une activité qui va permettre cette manipulation, parce qu'elle est essentielle selon le stade en fait, de développement de nos élèves de maternelle. Donc, ces activités qui sont très manipulatoires, très ancrées dans la réalité, parce qu'on a besoin que nos élèves y donnent du sens, en fait. Et puis des activités qui, pour justement que chacun de nos élèves y donne du sens, ce sont des activités motivantes qui vont attirer leur attention. Comment va-t-on construire et comment va-t-on articuler la motivation avec l'entrée dans les apprentissages mathématiques et donc nécessairement une structuration des savoirs. Alors, pour qu'on puisse suivre ensemble le propos qu'on va dérouler aujourd'hui, ce que je vous propose simplement, c'est qu'on déroule le chemin de notre propos, c'est que ça vous permette de le suivre complètement. Premièrement, on va aborder la question de savoir est-ce que vraiment on fait des maths dès le plus jeune âge ? Beaucoup se posent la question. Alors, c'est vrai pour les maths, c'est vrai aussi pour d'autres disciplines, d'autres domaines qui sont abordés en maternelle. Est-ce qu'en maternelle, on fait vraiment des mathématiques ? Ensuite, on va être amené à réfléchir sur la façon dont on apprend en jouant. Ce qui va nous amener vers une troisième partie, et à savoir comment rendre l'apprentissage visible, et donc comment en fait effectivement jouer, mais jouer pour apprendre, et comment va-t-on amener l'élève sur le chemin de l'apprentissage. Donc on va parler de cet apprentissage visible, et puis on va terminer notre propos en dessinant les invariants et les passages obligatoires pour que le ludique puisse faire apprendre, et que ce soit du ludique qui amène vers l'apprentissage. On va donc commencer avec notre première partie. Est-ce qu'on fait vraiment des maths dès le plus jeune âge ? La plus grande question qu'on va se poser d'abord, c'est faire des maths, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Parce que c'est une vraie question. Et ce que je vous affiche, et c'est volontaire, ce que je vous affiche, c'est que les maths, ça n'est pas juste des chiffres, ça n'est pas uniquement des opérations,
et ça n'est pas seulement un résultat. Vous verrez que là, ce que j'ai affiché, ce sont simplement des négations. Et il y a une vraie raison. Il y a une vraie raison à ça. En fait, je ne peux pas écrire ce que c'est faire des maths parce qu'en fait, il y a une multiplicité de définitions de ce que c'est que les mathématiques. D'ailleurs, selon aussi le domaine, selon l'angle de vue qu'on en a, c'est une question que se posent bien sûr les chercheurs en mathématiques, mais c'est aussi une question que se posent les philosophes, les sociologues. Et donc, ce sont autant de visions qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent, mais qui sont en pleine construction en permanence. Et donc, en tout cas, ce que je peux vous en dire, c'est que les maths, ça n'est pas juste effectivement un résultat, ça n'est pas un point figé, ça n'est pas un calcul figé, parce que les maths, en fait, c'est une vraie science de la réflexion. Alors, tout d'abord, les maths, c'est une science dite exacte, puisqu'on a un résultat fixe. Donc, c'est une science de la réflexion qui consiste à formuler des hypothèses, tester, prouver rigoureusement que des résultats sont vrais, et étape absolument essentielle, à généraliser pour arriver finalement vers une règle immuable et applicable à toutes les situations. Donc finalement, faire des mathématiques, ce serait repérer une régularité, la traduire en symbole, vérifier dans quelles conditions c'est toujours exact et en tirer une règle générale. Voilà ce qui pourrait être les mathématiques en général. Les mathématiques, finalement, elles servent à décrire, elles servent à comparer, elles servent à mesurer, à prédire, et alors elles servent à définir non pas des objets ou des situations précises et arrêtées, non pas des résultats, mais bien la relation en fait entre ces objets. C'est ça, c'est vraiment l'objet des mathématiques, c'est la relation entre les objets. Donc, ça n'est pas une science des objets, c'est une science de la relation. Ce qui nous intéresse, c'est la façon dont ces objets abstraits, de plus, interagissent entre eux. Finalement, les mathématiques, c'est l'art de raisonner précisément sur des objets abstraits pour résoudre des problématiques et établir des vérités démontrées. Considérant ce dont on vient de parler, est-ce qu'on peut dire que des enfants, dès le plus jeune âge, voire même dès la naissance, font des maths ? Eh bien, figurez-vous que les dernières études sont absolument épatantes parce qu'on apprend, notamment très récemment, que le début de l'aventure mathématique, en fait, commence approximativement à environ 7 heures de vie. Il y a en particulier une équipe guidée par Madame Izard, qui est donc chercheuse en sciences cognitives et qui est membre du labo bébé de l'Université Paris-Cité, qui ont montré que en fait, les premières intuitions mathématiques apparaissaient environ vers 7 heures de vie, avec une conscience de ce que l'on appelle la numérosité, c'est-à-dire cette capacité à appréhender globalement en fait une quantité. En réalité, ils ont exposé des bébés tout juste nés, ils les ont exposés de façon régulière à une quantité de sons, très exactement en fait 4 sons, très régulièrement, pendant quelques dizaines de minutes. Ce qui fait que en fait la quantité a été imprégnée de façon intuitive, et ensuite ils se sont rendus compte que cette appréhension globale de la quantité en fait était transférable chez les bébés qui allaient être beaucoup plus intéressés par une image montrant 4 objets plutôt qu'une image montrant 12 objets. Alors évidemment ils ont choisi 12 objets parce qu'il faut évidemment que la quantité soit, enfin que les deux quantités soient très différentes pour que le bébé puisse s'y intéresser. Ce qui montre en fait qu'il a déjà, en tout cas, bien sûr qu'il n'est pas capable de distinguer une image avec 4 objets d'une image avec 5 objets. En revanche, il a une certaine
intuition de cette numérosité de façon globale. D'ailleurs, on pensait depuis très longtemps que les bébés appréhendaient le monde en se fixant sur des détails d'abord. Et en fait, les études de l'équipe de Véronique Izard ont prouvé que c'était absolument l'inverse, c'est-à-dire que les bébés appréhendent le monde d'abord dans sa globalité, son environnement d'abord dans sa globalité, et de fait, il a une appréhension globale aussi des quantités. On sait aussi que dans les premiers mois de la vie va naître une intuition numérique. Et puis finalement, et ça c'est tout à fait épatant, une approche calculatoire intuitive. Alors cette approche calculatoire intuitive, elle est effarante. En fait, on a démontré qu'à 5 mois de vie seulement, si on montre une action complètement impossible. Par exemple, on fait entendre à un bébé de 5 mois, 5 objets, en lui montrant 5 objets qui tombent dans une boîte. On marque une pause. On rajoute 10 objets, donc c'est volontairement beaucoup d'éléments. On rajoute 10 objets et on ouvre la boîte. Et dans la boîte, il n'y a pas plus de 5 objets. Évidemment, l'enfant ne sera pas capable, même en lui-même, d'expliquer ce qui cloche. En revanche, il sait que c'est impossible. Donc, il a une approche intuitive, calculatoire, dès les premiers mois de vie. On sait aussi et ça, on le sait, c'est plus tard, vers 12 à 14 mois, parce que là, l'approche calculatoire est un peu plus précise, que si on présente 3 objets à un enfant, 3 objets identiques, parce que si on présente 3 objets différents, on comprend la surprise de l'enfant, 3 objets identiques que l'on met dans une boîte, on ferme, l'enfant a donc 12 mois, 1 an, on rouvre la boîte, on en a enlevé un entre-temps, l'enfant cherche le 3e objet. Il n'est pas capable de dire qu'il manque un objet, mais il sait qu'il y a un souci. Donc, il y a une vraie approche intuitive des quantités qui s'installe dès les premières heures de la vie et puis ensuite qui s'affine dès les premiers mois de vie. Partant de ce postulat-là, comment vont se construire les mathématiques à l'école maternelle? Alors, ce qui est important de savoir, et enfin c'est en tout cas ce sur quoi on va se baser là, on va se baser sur les stades de développement cognitif des enfants décrits par Piaget, même si on sait que notamment les études de Véronique Izard que je vous ai présentées juste avant ont démontré qu'il y avait des limites sur ce que proposait Piaget, puisque Monsieur Piaget pensait que les enfants dans les premiers mois de vie n'avaient absolument aucune conscience numérique. Donc on sait qu'il y a des limites à cette description-là, en fait, des stades de développement cognitif. En revanche, la description des différents stades est généralement complètement admis, même chez les chercheurs et encore aujourd'hui. Alors, de façon très rapide, pour le balayer très rapidement, le premier stade, c'est le stade sensorimoteur, de 0 à 2 ans. Vient ensuite un deuxième stade que l'on appelle le stade préopératoire, de 2 à 7 ans, et c'est celui qui va nous intéresser puisque nos élèves en maternelle sont dans ce stade préopératoire. Arrive ensuite de 7 à 12 ans le stade opératoire concret, et puis on admet que, en tout cas selon Piaget, on rentre dans un dernier stade qu'on appelle le stade formel de 12 à 16 ou 17 ans. Alors, ce qui est important, je pense, pour comprendre comment évoluent nos élèves de maternelle, c'est de comprendre de là où ils viennent et là où ils vont. Parlons rapidement de ce stade sensorimoteur. Le stade sensorimoteur, c'est le stade pendant lequel l'enfant va aborder son monde par le biais de ses sens, tout simplement. C'est un stade qui se construit en fait dans l'action. Donc, pendant ce stade-là, l'enfant du coup de 0 à 2 ans a une intelligence
qui est plutôt une intelligence pratique, basée plutôt essentiellement donc, sur des expériences en fait, sensorimotrices. Et à la fin de ce stade-là, encore dans ce stade-là, vont commencer à se construire les premières représentations mentales. C'est-à-dire qu'un enfant va commencer à pouvoir penser à un objet sans forcément voir cet objet. Et ça, bien sûr, c'est une des bases essentielles, notamment de l'apprentissage des mathématiques, puisque les mathématiques étant une science d'objets abstraits, on a besoin que les élèves en maternelle d'abord soient capables de penser l'objet qu'ils ne voient pas. Arrive ensuite du coup le stade préopératoire et pendant ce stade préopératoire, là, l'enfant va acquérir plutôt ce qu'on appelle la fonction symbolique. Il va commencer à intérioriser ses actions, pouvoir les anticiper, les imaginer. Et il va progressivement rentrer dans la conceptualisation mathématique, notamment dans cette capacité à appréhender et à intérioriser des actions mathématiques, des retraits, ajouts, partage, etc., sur des ensembles. Dans cette phase-là, je le dis tout simplement de façon anecdotique, on sait que l'élève a une vision très égocentrique du monde. Alors, ça n'est pas si anodin que ça, parce que cette vision égocentrique fait qu'il ne comprend pas que les autres puissent avoir une autre façon de penser que lui. Et c'est toujours à prendre en compte dans les apprentissages, notamment quand l'élève est confronté à l'erreur ou au fait que l'enseignant lui dise qu'il se trompe. Voilà, c'est quelque chose à prendre en compte dans ce stade de développement. Alors, très rapidement, le stade opératoire concret, lui, il permet aux enfants d'entrer de plus en plus loin dans l'abstrait, d'admettre qu'il y a d'autres façons de penser et d'autres stratégies que celles qu'ils envisagent. Ceci dit, la compréhension doit encore s'appuyer beaucoup sur le concret pendant le stade opératoire. Le stade opératoire concret. Et puis vient le stade formel. Alors, ce stade formel, en fait, n'est pas un changement radical de vision du monde, parce qu'on sait que la vision du monde se construit plutôt dans le stade opératoire concret. Mais l'élève commence à être capable de raisonner essentiellement sur de l'abstrait. Il est capable d'anticiper des actions abstraites, de les imaginer, d'anticiper leurs résultats et de conceptualiser ce résultat sans finalement jamais passer par des moments concrets. Donc finalement, fait-on des maths en maternelle ? J'ai envie de vous dire que comme on vient de se dire que les mathématiques, c'est décrire, c'est comparer, c'est mesurer, c'est prédire, raisonner, intégrer des règles logiques, et sachant que nos élèves de maternelle sont en stade préopératoire, qu'ils entrent complètement dans le symbolisme, dans la conception mentale, oui, bien sûr que oui, on fait des maths en maternelle et je vais même aller plus loin que ça. D'ailleurs, quand j'ai participé à la rédaction du guide orange de CP en mathématiques, on est parti de l'idée tous ensemble que finalement, l'endroit où on faisait le plus de mathématiques jusqu'à maintenant, c'était en maternelle. Parce que oui, en maternelle, le fait qu'on manipule énormément, qu'on expérimente énormément, qu'on verbalise énormément autour des concepts, amène plus facilement l'élève vers cette démarche de raisonnement, de résolution de problèmes et de construction finalement des règles mathématiques. Donc oui, bien sûr, on fait des maths en maternelle. Alors, je vous propose maintenant, du coup, d'entrer dans ce monde de l'apprentissage en jouant. Mais il faut bien qu'on comprenne qu'avant de rentrer dans ce monde de l'apprentissage en jouant, il y a quelque chose qui se joue bien au-delà de la porte de notre classe. C'est toute cette dimension sociale dont je vous ai parlé en introduction. C'est ces phrases qu'on entend régulièrement. Les maths, c'est compliqué. De toute façon, j'étais nulle en maths. Ou alors, les maths, c'est vraiment pénible.
Les maths, on le sait, malheureusement, ils pâtissent, elles pâtissent d'une réputation difficile, d'une réputation rude, parce que les parents d'élèves d'aujourd'hui ont été les élèves d'hier, et que leur apprentissage des mathématiques leur a laissé, pour certains, des marques indélébiles, et que globalement, socialement parlant, on considère que les maths, c'est quelque chose d'inaccessible, de difficile. Et puis, on est beaucoup coincé dans un espèce de déterminisme, finalement, où beaucoup de parents d'élèves considèrent que, comme eux étaient nuls en maths, je me permets cette facilité de langage, comme eux avaient des difficultés importantes en mathématiques, ils considèrent que c'est normal que leurs enfants soient en difficulté en mathématiques ou n'aiment pas les mathématiques. Donc, finalement, on se bat contre ce déterminisme-là, et notre vrai rôle aujourd'hui en mathématiques, c'est vraiment de faire naître et d'entretenir une nouvelle image pour les mathématiques, et de faire naître une nouvelle motivation pour ces mathématiques. C'est quelque chose qui ne va pas être simple parce qu'on est en maternelle, que les enfants en maternelle ne mettent pas de sens facilement aux apprentissages abstraits, et donc tout l'enjeu va être de réussir à donner du sens à ce qu'ils vont apprendre, donc finalement souvent en les mettant dans des situations concrètes, mais aussi dans des situations motivantes pour attirer leur attention et les amener vers cet apprentissage-là. Alors, j'en profite pour vous parler de quelque chose de particulier. Les maths, on le sait, c'est quelque chose globalement qui est reçu sociétalement parlant comme quelque chose d'assez anxiogène. Et il y a quelque chose qui pourrait changer la donne dans votre classe. Ce quelque chose, ce serait peut-être d'utiliser une mascotte que vous dédieriez aux mathématiques. Alors, dans les collections d'outils pour les maths maternelles, il existe une mascotte qui s'appelle Kira. Et cette mascotte, en fait, elle a un vrai intérêt pédagogique essentiel. Premièrement, Kira permet, là c'est Kira, mais en tout cas votre mascotte permet de donner un sens rassurant et un repère affectif avec les mathématiques. Et pour de multiples raisons, notamment parce que une mascotte, donc une marionnette par exemple, peut être un médiateur de langage, et donc lever les difficultés qu'aurait un enfant à entrer en contact avec ses pairs, avec l'adulte, lever les difficultés qu'aurait un enfant à prendre la parole, à poser des questions concernant les mathématiques. Et puis aussi, donc ça élimine finalement cette crainte d'entrer en contact, mais ça élimine aussi la peur de se tromper. On sait, notamment à l'école maternelle et élémentaire, en cycle 1, cycle 2 et encore en cycle 3, on se bat sur quelque chose, contre quelque chose, c'est contre le fait que les élèves finalement entrent dans l'apprentissage en voulant faire plaisir à l'adulte. Et en voulant faire plaisir à l'adulte, parfois certains élèves sont confrontés à la peur de se tromper. Kira, finalement, on ne risque pas de la décevoir, et ça enlève en fait ce frein-là. Et puis, passer par une mascotte, ça permet aussi de rendre l'enfant finalement acteur de ses apprentissages. Pourquoi? Parce que ça favorise tout simplement les interactivités entre pairs. Surtout, les élèves vont devenir du coup acteurs plutôt que récepteurs d'un apprentissage. Ça va aussi favoriser la spontanéité de la prise de parole, et puis ça va favoriser bien sûr les échanges et les débats. Donc
Donc finalement, une mascotte de mathématiques, ça pourrait faire la différence parfois, notamment, je pense, à vos élèves petits parleurs. Parlons maintenant de la place du jeu dans les apprentissages. Bien sûr, le jeu dans les apprentissages, on le sait, en maternelle, a toute sa place. Pourquoi ? Parce que lorsque l'enfant joue, il s'engage dans l'activité, il s'engage d'ailleurs physiquement dans cette activité. On le sait parce qu'on a dit qu'il sortait de son stade sensorimoteur et qu'il était dans un stade préopératoire où il avait encore besoin de beaucoup manipuler. Donc, comme il entre dans ses apprentissages, il devient acteur de ses apprentissages et non pas, comme on vient de le dire, et non pas uniquement récepteur de ses apprentissages. Et puis, on sait que le jeu, il va permettre aussi de donner du sens à des concepts mathématiques qui sont tout à fait abstraits. Ce sens, il est essentiel. L'enfant en maternelle, il a une capacité d'abstraction et de conceptualisation qui est encore particulièrement limitée et il a besoin de raccrocher en fait ses expériences à son environnement connu et à des situations qu'il connaît de sa vie courante. Le jeu va permettre ça et va permettre d'aller chercher l'élève vers l'apprentissage, puis de l'amener en fait de façon bien sûr habile, grâce tout simplement à votre mise en œuvre pédagogique jusque vers les concepts mathématiques que l'on vise. Et puis bien sûr, on l'a dit, parce qu'il est encore il sort de son stade sensorimoteur, il a besoin de manipuler, il a énormément besoin de manipuler les choses, de les toucher, de les déplacer, etc. Ce qui lui permet d'ailleurs d'apprendre progressivement comment un objet agit sur son environnement et comment une action physique sur un ensemble va provoquer, va avoir un résultat, une mathématique en fait sur cet ensemble. Et puis, parce qu'on l'a dit, les mathématiques, c'est surtout une science du raisonnement. Le jeu va lui permettre d'expérimenter et donc d'entrer finalement dans un processus de raisonnement qui va l'amener vers le concept mathématique. Jouer, on sait que c'est essentiel, mais on sait aussi que la place du jeu en classe, il faut être vigilant à la place qu'on lui donne et il faut être vigilant aux écueils de la mise en place de jeux dans l'apprentissage des mathématiques. Donc, je vais parler de quelques écueils, il y en a d'autres, mais de quelques écueils auxquels il faut qu'on reste vigilant. Le premier écueil, c'est un écueil qu'on rencontre souvent chez les collègues qui débutent dans leur classe. C'est celui de penser l'activité avant de penser l'apprentissage. C'est finalement de se dire, je pense que cette activité est intéressante et bien sûr, l'enseignant est tout à fait à même de saisir immédiatement l'intérêt mathématique d'une activité et de se dire finalement, cette activité, elle est intéressante, je vais la mettre en place dans ma classe et je vais voir finalement ce que mes élèves vont en apprendre. Bien évidemment, on sait qu'au long terme, ça ne permet pas de construire des apprentissages en fait progressifs, guidés, etc. Et du coup, bien évidemment, pour éviter ça, on va d'abord partir finalement de la construction de toutes nos progressions et programmations, progression annuelle bien sûr, pour répartir les apprentissages de façon à ce que on aborde les apprentissages au bon moment du développement déjà de nos élèves, mais aussi de façon à les rebrasser régulièrement pour les stabiliser tout au long de l'année. Une progression périodique qui permet d'aller creuser plus précisément la façon dont on va structurer nos apprentissages sur une période. Et finalement, en maternelle, je le prends sur le modèle des ateliers tournants, finalement, une programmation de semaines qui permet de construire les apprentissages de façon particulièrement précise. C'est là que naît le choix de l'activité et ça, c'est absolument essentiel.
Il y a bien sûr d'autres écueils et un écueil que l'on voit encore beaucoup dans les classes, c'est l'écueil de la survalorisation du matériel, c'est-à-dire le fait que le matériel vienne trop solliciter les élèves, et là je vais dire trop solliciter les enfants, et finalement les détourner, les court-circuiter en fait de leur chemin d'apprentissage pour aller finalement uniquement vers du faire, en fait, de l'action. Voilà, donc je vous ai mis cette image-là parce qu'elle est flagrante. Cette survalorisation du matériel, elle peut venir de multiples couleurs, avoir un matériel alors très coloré, c'est une chose, mais avec trop de couleurs différentes, c'en est une autre. Les études montrent qu'effectivement, ça sursollicite en fait l'attention cognitive et que ça peut court-circuiter effectivement les enfants, les élèves de leur apprentissage. Mais c'est aussi le cas de la texture qui serait une texture inhabituelle ou très ludique, de propriétés manipulatoires un petit peu particulières. Je pense particulièrement à l'eau, le sable, la semoule, qui ont bien sûr des propriétés manipulatoires qui font que l'élève va être plus intéressé par cela que par l'apprentissage. Et enfin, tout ce qui est du domaine de la figuration, c'est-à-dire l'utilisation d'objets figuratifs, qui est bien sûr qui n'est pas contre-indiqué, mais en fait, rien de tout cela n'est contre-indiqué finalement. L'idée, c'est simplement de le garder à l'esprit et de savoir que l'enfant va d'abord centrer son attention sur cette valorisation du matériel. Et donc, pour éviter cet écueil-là, bien sûr, on choisit son matériel, non pas en écartant certains matériels qui seraient trop sollicitants, mais plutôt en laissant un temps d'exploration de ce matériel-là. Ce que je conseille toujours, c'est finalement d'intégrer dans la séance d'apprentissage un temps de manipulation libre de ce matériel, de façon à ce que tout simplement pour les textures ou les propriétés manipulatoires, l'élève puisse simplement toucher, faire passer d'un contenant à un autre, voilà, expérimenter sensoriellement ce matériel. Et puis pour tout ce qui est objet figuratif, tout simplement qu'il puisse prendre le temps je pense pour les objets figuratifs, je pense aux personnages Lego ou aux animaux de la ferme, etc., qu'ils puissent tout simplement faire jouer ces objets figuratifs, qu'ils puissent les faire converser, qu'ils puissent voilà, les mettre en situation et finalement pouvoir lâcher ensuite ça et dépasser en fait ce besoin manipulatoire et ce besoin de valorisation pour aller vers l'apprentissage. Il reste un dernier écueil dont je voulais vous parler et celui dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui fait sens aujourd'hui sur notre réflexion, c'est cette façon de penser que finalement, en maternelle, les élèves font des maths sans le savoir. Alors, oui, partons d'un principe, c'est que oui, les enfants, et dès le plus jeune âge, apprennent des choses sans le savoir, bien évidemment. Ils apprennent à marcher, ils apprennent à parler, ils apprennent à se repérer dans l'espace, dans le temps, ils apprennent. Mais cet apprentissage-là, ce n'est pas un apprentissage abstrait. Ces apprentissages sans le savoir, ce sont des apprentissages concrets, ancrés dans la réalité et surtout ancrés dans la manipulation et dans la répétition des gestes. Alors, vous me direz, pourtant, on a parlé des études de Véronique Izard et on a dit que les élèves avaient commencé leurs premiers apprentissages mathématiques finalement à quelques heures de vie. Alors, qu'en est-il des premiers savoirs mathématiques des bébés? Oui, sans le savoir, il y a des intuitions d'apprentissage qui se mettent en place. C'est d'ailleurs pour ça qu'on disait tout à l'heure que ces apprentissages mathématiques des bébés étaient des intuitions de numérosité, des intuitions calculatoires, et finalement, ce sont des appréhensions très approximatives et globales des mathématiques. Sauf que les mathématiques sont une science exacte, qu'il faut qu'on puisse réutiliser dans tous les contextes et qu'on puisse réappliquer. Et pour apprendre,
il faut qu'on soit capable de comprendre le concept et que ce concept soit remobilisable. Pour que ce concept soit remobilisable, il faut qu'on ait conscientisé qu'on est en train d'apprendre. Il faut qu'on ait verbalisé autour de cet apprentissage, pour qu'on l'ait délimité, pour qu'on nous l'ait expliqué, pour qu'on ait été capable, pour que chaque élève ait été capable lui-même de l'expliquer, ce qui lui permet d'aller vers une étape de modélisation de son apprentissage, c'est-à-dire d'intériorisation, et puis finalement de généralisation d'une règle. C'est pour cela que depuis quelques années, et fort notamment des études, des dernières études en sciences cognitives, notamment les programmes de maternelle encouragent ce que l'on appelle l'enseignement explicite. L'enseignement explicite, on va d'abord se demander finalement qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que l'enseignement explicite? L'enseignement explicite, c'est un modèle d'apprentissage. Donc, ça n'est pas exclusif, mais c'est un modèle d'apprentissage. Et ce modèle d'apprentissage, il est basé sur le fait de mettre en place un apprentissage qui soit absolument visible. Absolument visible, ça veut dire que c'est un enseignement qui permet la clarté cognitive. Alors, la clarté cognitive, on rappelle rapidement ce que c'est. Finalement, la clarté cognitive, ça se définit comme la conscience, en fait, d'apprendre, la représentation claire de l'objectif de l'apprentissage, de ce que l'on sait déjà, de ce que l'on ne sait pas encore et donc d'où est-ce qu'on va, de ce qu'on va pouvoir déjà utiliser pour avancer et des différentes étapes qu'il va falloir passer pour arriver jusqu'à cet apprentissage. Cela permet à chaque élève d'avoir une vision claire de son chemin d'apprentissage et de l'ancrer de façon plus solide et beaucoup plus remobilisable, surtout dans l'avenir. Donc, ce modèle, il favorise la clarté cognitive et il a une particularité, l'enseignement explicite, c'est que c'est un modèle qui est basé sur ce qu'on appelle le modelage. C'est quelque chose qui est beaucoup discuté, notamment chez les enseignants. Le modelage consiste dans le fait de montrer, en fait, d'abord, l'enseignant, en fait, part du postulat que d'abord, il montre ce qu'il fait et il met ce que l'on appelle un haut-parleur sur sa pensée. Et il permet ensuite à l'élève de reproduire. De fait, l'enseignement explicite est beaucoup discuté parce qu'on pourrait penser qu'il s'agit finalement uniquement de répéter, de mimer. En réalité, il n'en est rien. Cet apprentissage, cet enseignement explicite, en fait, il suit des étapes très précises qui permettent aux élèves d'avoir une idée très claire du chemin cognitif qu'ils vont devoir emprunter pour pouvoir mobiliser une connaissance. Et c'est comme ça qu'ils vont la construire de façon très solide. La première étape, finalement, c'est une étape toute simple qu'on avait appelée l'étape d'ouverture. L'enseignant va expliciter l'apprentissage du jour ou l'apprentissage de la semaine. Donc, il explicite l'objectif, il explicite ce que les enfants savent déjà, ce qu'ils vont devoir apprendre et le chemin. En seconde étape, vient alors le modelage. C'est là que je vous disais que l'enseignant montre comment il fait et il ne fait pas que montrer. En fait, il va verbaliser tous ses gestes et surtout toutes ses pensées. Il va mettre ce que l'on appelle donc un haut-parleur sur sa pensée et va permettre à l'élève de visualiser le chemin cognitif à emprunter. Arrive ensuite la troisième étape qui est une étape de pratique guidée. Les élèves sont invités à emprunter eux-mêmes ce chemin cognitif tout en étant toujours accompagnés et guidés par la verbalisation de l'enseignant et des pairs. Et puis arrive la pratique autonome, bien sûr, qui est une étape cruciale où l'élève va lui-même remobiliser ce qu'il vient d'apprendre et où on va pouvoir évaluer sa capacité à le mobiliser seul.
et où il va pouvoir s'entraîner pour stabiliser et pour mémoriser. Et enfin, une étape de clôture avec une étape finalement de synthèse de l'apprentissage, de verbalisation, toujours du chemin d'apprentissage, mais finalement à la fin de ce chemin, et donc une verbalisation de ce qui a été appris, et puis bien sûr une ouverture éventuelle sur la séance suivante. Bien sûr, ces différentes étapes de l'enseignement explicite, on peut les mettre en place tout simplement dans une séance, dans un atelier. C'est quelque chose de plutôt simple. On est avec son petit groupe en atelier, on réexplique l'objectif d'aujourd'hui, et puis l'enseignant montre en explicitant comment il fait, comment il pense. Il invite ensuite les élèves à refaire donc cette activité, mais soit tous ensemble, ça peut être l'activité qui a été montrée, en tout cas l'apprentissage qui a été montré peut être reproduite tous ensemble, chacun apportant sa pierre, on dira, à l'édifice, et en verbalisant tous ensemble. Et puis ensuite, les élèves s'entraînent avec l'enseignant toujours présent, mais qui laisse la place finalement à la pensée de l'élève, et qui était bien sûr la pensée de ceux qui en ont besoin. Et arrive le moment de synthèse. Alors ce moment de synthèse arrive toujours en fin d'atelier, bien sûr. On va prendre le temps de verbaliser ce que l'on a appris, mais ce moment de synthèse peut arriver aussi plus tard dans la journée ou dans la semaine, afin de faire une clôture qui soit une clôture de classe, et qui pourrait donner lieu notamment à une trace écrite. Mais aussi, on peut retrouver ces étapes d'apprentissage par l'enseignement explicite aussi dans les activités en classe entière. Par exemple, dans les rituels. Les rituels peuvent suivre les étapes de l'enseignement explicite parce qu'ils sont tout à fait applicables également à des grands groupes. Alors, pour comprendre l'impact sur le jeu, je vous fais très rapidement une explicitation un petit peu concrète dans la classe. Les élèves construisent une tour avec des éléments de construction. Sans aucune explicitation et sans aucune précision, finalement, l'élève va expérimenter et il va jouer sans avoir conscience de tout ce qu'il peut mettre en œuvre dans ce type d'activité-là. En revanche, lorsque l'enseignant va venir notamment montrer ou que l'enseignant va venir verbaliser l'action d'un élève, il va tout simplement pouvoir, par exemple, dire tu viens de prendre un cylindre, comment est-ce qu'on peut poser ce cylindre pour qu'il tienne dans la tour? Ça permet finalement, petit à petit, d'amener les élèves vers une conceptualisation des propriétés intrinsèques de ce solide-là, notamment du fait qu'il ait deux faces planes et une face courbe. Et donc, cette verbalisation va vers une conceptualisation que l'élève ne mettra pas en place seul, simplement en jouant. Pourtant, il va faire la même tour. À la fin, il aura probablement acquis les mêmes compétences en termes de motricité fine, mais pas du tout en termes d'analyse et finalement de conceptualisation de l'objet. On sait aussi que en enseignement explicite et dans tous les enseignements, lorsqu'on va pouvoir jouer sur les variables didactiques, on va pouvoir, par exemple ici, en explicitant tous ensemble comment reproduire une tour, finalement, on va pouvoir amener les élèves toujours plus loin vers les apprentissages. Et ça, finalement, dans un atelier, les différentes étapes vont permettre de dérouler ce chemin d'apprentissage toujours plus loin. Donc, des activités ludiques, oui, mais on veut des activités qui font apprendre. Parce que, bien sûr, on ne veut pas tomber dans l'occupationnel. Et donc, on va résumer pourquoi motivant, finalement, n'est pas synonyme d'efficace. Parce que, finalement, une activité motivante,
Elle peut être simplement amusante, parce qu'une activité motivante, pour qu'elle amène vers les apprentissages, elle doit répondre à un objectif. Parce qu'une activité motivante, tout simplement, elle peut être remplie de ce qu'on appelle des distracteurs, c'est-à-dire toute cette sursollicitation du matériel. Et enfin, parce que on a vu, notamment dans la compréhension qu'on a de l'enseignement explicite, que l'activité motivante n'est pas une condition suffisante à la conceptualisation. Alors finalement, quels critères d'activité mènent vers l'apprentissage? Donc on a parlé de définir l'objectif, choisir le matériel, expliciter l'apprentissage. Mais il y a d'autres éléments qui vont permettre de rendre cette activité ludique une activité d'apprentissage. Il faut bien sûr qu'elle soit construite pour mener vers les apprentissages, qu'elle soit adaptée au niveau des élèves, et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, bien sûr, il ne faut pas qu'elle soit trop difficile, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop facile, parce que si elle est trop facile, l'élève n'est confronté à aucune résistance, il n'est confronté à aucune résistance, il n'apprend rien. Et donc, on va toujours aller chercher la zone proximale de développement, c'est ce que l'on appelle, voilà, qui offre une résistance suffisante, mais dépassable par l'élève, pour qu'il entre dans un apprentissage. Pour que l'activité ludique soit un apprentissage, il faut qu'elle propose aussi une résolution de problèmes, parce que finalement, les études montrent que s'il n'y a pas de problème à résoudre, il n'y a aucun intérêt à apprendre quelque chose. Donc, il n'y a pas d'apprentissage de façon pratique. Et puis, il faut aussi que ce soit une activité qui permette de se tromper. C'est très important. Donc, il faut que ce soit une activité qui permette de faire des essais-erreurs. On connaît toute l'importance du statut de l'erreur, parce que l'erreur, en fait, elle éclaire ce chemin d'apprentissage. Hein. Elle permet de se poser des questions, et elle permet de se poser les bonnes questions pour comprendre finalement le concept, et non pas finalement uniquement l'appliquer. Et puis enfin, cette activité, il faut absolument qu'elle soit inscrite dans une séquence qui permet la construction d'abord, mais le réinvestissement ensuite. C'est essentiel, et c'est donc pour ça qu'une activité ludique seule ne mènera pas nécessairement vers un apprentissage. Le fait qu'elle soit inscrite dans une séquence qui permette d'abord la découverte, puis la construction et la structuration de l'apprentissage, le réinvestissement, l'entraînement, la mémorisation, et finalement la remobilisation dans quelque contexte que ce soit, cette séquence finalement, elle est garante d'un apprentissage stable et solide. Alors, je le disais tout à l'heure, pour terminer, dans ces activités ludiques, il ne faut surtout pas oublier de jouer avec les variables didactiques, parce qu'on le sait, les variables didactiques, elles permettent d'optimiser les apprentissages, de les rendre le plus efficaces possible, mais aussi de les faire évoluer, et ça, c'est très important. Bien sûr, ces variables didactiques, elles sont nombreuses, notamment en mathématiques, on trouve le fait de jouer sur les quantités, sur le matériel, puisqu'on a parlé notamment des différents types de matériel, de leur texture, de la façon de les manipuler, etc. L'organisation spatiale selon laquelle le matériel leur sera proposé, l'organisation temporelle de l'apprentissage, notamment s'il faut réaliser une tâche dans un temps contraint ou non. Et enfin, les modalités de travail, si l'enfant travaille seul, s'il travaille en groupe, s'il travaille guidé par l'enseignant ou en autonomie sans adulte. Et ça, alors on sait bien sûr que ça nous permet d'adapter et de différencier selon les capacités de l'élève, et aussi selon le stade où il en est finalement de la construction de son apprentissage. Mais ça permet aussi de construire toute une séance pour tout un groupe avec finalement un seul et même jeu ou un seul et même objet qui, selon les variables didactiques, vont permettre de construire l'apprentissage petit à petit. Je vous ai mis en fait sur cette slide finalement une activité très basique. Hein. On travaille autour de autant que. Quand on travaille sur autant que,
et qu'on propose les deux ensembles associés en terme à terme sur la même table, l'élève va faire du terme à terme tout simplement sans raisonner de façon numérique. Alors, il va raisonner de façon numérique, mais en un pour un. Ensuite, on va lui proposer d'amener l'un des ensembles loin. Donc, on va jouer ici sur l'organisation spatiale. On va mettre l'un des ensembles loin et donc il va devoir mémoriser son premier ensemble pour pouvoir aller chercher ce qu'il lui faut dans son second ensemble afin de faire autant qu'eux. Pour commencer, la modalité sera celle de lui dire qu'il peut retourner autant de fois qu'il veut là-bas. En tout cas, vers le deuxième ensemble, ça lui permet de faire ses tâtonnements, de faire ses essais-erreurs, et ça lui permet aussi de l'amener progressivement à se poser la question de comment rendre plus efficace son action. Et puis, on va finir par changer la modalité et lui dire, en fait, tu n'as le droit d'y aller qu'une seule fois. Notamment, les élèves vont aller vers différentes stratégies, certains vers le comptage et la mémorisation du coup de la quantité, certains vers la création d'une collection témoin pour pouvoir la déplacer finalement. En tout cas, du coup, vers une construction petit à petit de cet apprentissage de la notion mathématique autant que. Bien, je vais me permettre de conclure rapidement. Finalement, ce que l'on retiendra aujourd'hui, c'est que oui, on a besoin en maternelle d'activités motivantes, absolument, d'activités manipulatoires, absolument. Mais on n'oublie pas que l'activité, elle motive, mais qu'en revanche, c'est la pédagogie et la structuration de l'enseignement qui font apprendre. C'est essentiel et ils viennent se compléter l'un l'autre. C'est absolument essentiel. Ça veut notamment dire que, bien sûr, on a des groupes en autonomie dans nos ateliers tournants, par exemple, pour ceux qui font des ateliers tournants. On a des groupes en autonomie. Pour ne pas tomber dans l'occupationnel, il est très intéressant de prendre quelques minutes pour qu'un adulte passe à la table et fasse verbaliser. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Est-ce que vous pensez avoir réussi? Où est-ce que vous avez été en difficulté? Pour que finalement, ces activités en autonomie, ces ateliers en autonomie restent profitables à l'apprentissage en cours. Pour finir, je vais simplement ouvrir, en fait, faire une ouverture sur une idée. Je reviens à cette idée de déterminisme. Je parlais du déterminisme social qui disait que finalement, beaucoup de parents disaient, comme je n'étais pas bon, mon enfant ne sera pas bon. On sait qu'en France, les mathématiques sont malheureusement confrontées à un déterminisme terrible, un déterminisme social terrible, qui est un déterminisme de genre. Il faut savoir qu'en France, beaucoup moins d'élèves filles dans les études supérieures se dirigent vers des études mathématiques et plus généralement vers des études scientifiques. C'est un constat que l'institution se doit se doit de combattre et combat actuellement de façon intense et active, notamment avec la création de ce qu'on appelle les classes Shams, donc ce sont des classes à horaires aménagés maths et sciences, et l'idée, c'est d'amener plus les filles vers les mathématiques et vers les études scientifiques. Et je vous invite dans nos classes en maternelle à nous poser la question systématiquement quand nous interrogeons nos élèves, quand nous les plaçons à la table de nos ateliers, sur la façon dont se distribue l'espace entre les filles et les garçons, sur la façon dont se distribue la parole entre les filles et les garçons. Et n'oublions pas qu'en fait, c'est aussi là que tout se joue pour nos élèves filles. Voilà, je souhaitais simplement terminer sur ce point-là. Et je vous remercie tout particulièrement pour votre attention.